Ok, il y a un genre de fourmi qui est incroyable, que j'ai déjà évoqué sur cette chaîne, et dont il faut que je vous parle réellement depuis très longtemps. Carrément, c'est révoltant que je n'ai pas encore fait une vidéo entière dédiée à ces fourmis. Pour m'excuser d'avoir mis autant de temps à vous parler réellement de cette fourmi, eh ben, j'ai tout simplement préparé 2 vidéos dessus. Le jour est enfin venu de vous en parler puisqu'il y a un autre youtubeur qui est en train de tomber très dangereusement dans la passion des fourmis et qui a demandé à Fourmis Bio de venir lui installer une de ses colonies chez lui. Et évidemment, mes copains de Fourmis Bio m'ont proposé de venir avec eux pour immortaliser tout ça. Bonjour tout le monde, vous êtes sur la chaîne du Tilithropod. Ici on parle de petites bêtes qui ont plus de 6 pattes. Et aujourd'hui on va aller installer une colonie de fourmis coupeuses de feuilles chez Tanguy de la chaîne Toupette. Alors certes vous avez peut-être remarqué qu'il y a un nouveau décor. Pourtant aujourd'hui on va pas s'en servir puisqu'on va aller directement chez Tanguy. Je vous amène, suivez-moi. Bonjour tout le monde, on est arrivé chez Tanguy, enfin rebonjour normalement. On va vous montrer les fourmis très bientôt. Regardez, là les gars ils sont en train de tout installer. Gabriel il a prévu un méga setup. Regardez-moi ça. Eh, franchement c'est parfaitement droit, c'est faux. C'est faux, c'est tordu, mais ça déchire quand même. Hein. Ok, donc là on va installer tout ça. Je vous montre les fourmis juste après et on va en parler. Il y a beaucoup trop de trucs à dire sur l'espèce que Gabriel a ramené à Tanguy. Tanguy, t'as hâte un peu d'avoir tes fourmis là? J'ai hâte et j'ai peur de la reine en fait. C'était la première fois de ma vie que j'ai peur d'une fourmi. Et franchement, la reine, je vais pas l'embrouiller, elle est énorme. Et franchement, j'ai trop hâte de les voir évoluer, de les voir balader leurs petites feuilles et tout, ça va être complètement fou quoi. Mais j'ai l'impression que dans quelques mois, mon sous-sol sera rempli d'un champignon géant. Donc j'espère que ça va pas trop partir en live. Parce que tu m'as fait très peur à dire que dans la nature, ça faisait jusqu'à 45 mètres cubes de volume le champignon. Donc là, il fait la taille du poing. Espérons que ça reste gérable. Peut-être que dans un an tu vas revenir et je serai là, salut les gars! Et je vivrai moi-même au milieu du champignon avec des ouvrières partout sur moi et tout, tu vois. Ok, alors la colonie de fourmis qu'on vient de rapporter chez Tanguy, c'est une jeune colonie d'Atta cephalotes. Ce sont des fourmis myrmicines qui vivent en Amérique du Sud et que l'on appelle fourmis coupe-feuilles ou encore fourmis champignonistes. Vous savez, c'est ces fourmis qu'on voit dans les documentaires animaliers transporter des petites feuilles au-dessus de leur tête comme ça, comme si c'était un parasol ou une petite voile. Contrairement à ce qu'on peut penser, ces fourmis coupe-feuilles, elles ne mangent pas les feuilles, pas du tout. En fait, là, ce que vous voyez là, on va vous faire des plans de coupe. C'est leur nid et c'est un champignon qu'elles font elles-mêmes pousser. Oui, c'est complètement dingue. Comment elles font? Et bien justement, ces feuilles qu'elles transportent, elles vont les donner à manger aux champignons. C'est incroyable. Encore plus fou, ce champignon, il existe nulle part ailleurs d'autre dans la nature. Il n'existe vraiment que en présence de ces fourmis. Et la fourmi, elle, ne peut pas vivre sans son champignon. C'est ce qu'on appelle une symbiose mutualiste. Les deux organismes tirent chacun des bénéfices de leur association. Association. C'est aussi le cas pour le corail par exemple, qui est l'association d'une algue unicellulaire et d'un polype. Ou encore nous-mêmes en fait, qui hébergeons plein de bactéries dans notre ventre pour digérer notamment les feuilles aussi. Les fourmis et le champignon, insérez le nom de champignon ici, c'est mort, j'essaierai même pas de le prononcer. Ces deux organismes ont coévolué ensemble depuis des millions d'années. Et ils ont formé un merveilleux exemple de symbiose à un point que vous n'imaginez même pas. En fait, en Amérique, les fourmis Atta, elles vivent dans la forêt amazonienne qui est très dense, bourrée de feuilles, et ces feuilles sont potentiellement une source de nourriture gigantesque dans ces forêts. Mais pour pouvoir en manger, il faut être capable de les digérer. Et ça, les fourmis dites classiques n'en sont pas capables. Elles vont manger du sucre, des insectes, mais pas de plantes. Elles n'ont absolument pas un régime herbivore. De son côté, le champignon va bénéficier d'une protection presque totale en fait face aux différents pathogènes, mais ça, on va en parler un peu plus tard. Et évidemment, il va bénéficier d'un apport de nourriture constant en fait, que les fourmis vont lui rapporter. De cette manière, il va vraiment pouvoir croître comme il veut, modulé toujours par sa grande copine Atta. Pour comprendre comment cette association si bizarre a pu être sélectionnée, l'argument le plus fort qui justifie cette symbiose nécessite de prendre en compte les victimes
les plantes. Pour les pauvres plantes, ce n'est pas le nombre de prédateurs qui manque. Entre les mammifères herbivores, les chenilles, tout type d'insectes, les différentes bactéries et autres pathogènes, elles sont forcées de développer plein de mécanismes de défense et ça à plein de niveaux différents. Des stratégies chimiques, des stratégies physiologiques, un peu dans tous les sens. Le problème, c'est que ça devient extrêmement difficile de lutter contre plusieurs organismes à la fois qui sont capables de casser les barrières de la plante à chacune de ces échelles. Les fourmis ont développé de leur côté des grosses mandibules et des gros muscles pour pouvoir disséquer n'importe quelle feuille. Et en plus de ça, elles ont adapté leur comportement pour aller sélectionner sur les plantes davantage les pousses les plus jeunes. En plus de ça, elles ont aussi développé des sécrétions anales qui sont capables d'attaquer en première partie les membranes cellulaires des plantes. Et enfin, à l'échelle chimique, on a ce champignon quant à lui qui arrive à dissoudre la cellulose des plantes. Autant vous dire que les plantes n'ont quasiment aucun moyen de protection efficace face à une telle association. En plus de ça, la fourmi, elle a tout un lot de bactéries qui a elle aussi coévolué avec cette association. Donc on pourrait dire qu'il y a un troisième associados dans le lot, qui sont des bactéries actinomycètes qui permettent entre autres de dégrader les sucres complexes. Et puis il y a encore d'autres bactéries qui, elles, vont pouvoir protéger le champignon de tous les pathogènes. Encore une fois, on va en reparler un peu plus tard. Intéressons-nous plutôt à la colonie Tanguy qu'on vient de lui rendre. Ici, la reine que Tanguy a eue, elle a été récoltée à un moment donné, juste après son essaimage. Ok, je vous propose juste de faire une petite pause pour observer de plus près cette reine. Elle est énorme, on dirait qu'elle est bodybuildée. Si vous avez vu la vidéo sur la chaîne de Toupette, vous savez peut-être qu'en fait elle est capable de vivre 20 à 30 ans et qu'elle va pondre toute sa vie. On comprend mieux pourquoi elle est aussi stock. Elle va en avoir besoin de l'énergie. Sur certains plans, vous allez voir des acariens sur les mandibules de la reine. C'est tout à fait normal, ce n'est pas la reine de Tanguy, c'est des plans qui datent un peu. D'ailleurs, ils correspondent à la reine de Gabriel qui a donc fondé la colonie de fourmis bio que vous verrez dans le prochain épisode. Donc ce qui s'est passé, c'est que les reines se sont envolées, comme chez les fourmis classiques, et se sont mis à creuser un trou dans la terre pour fonder leur colonie. Mais il y a une chose qui est très différente avec les attas, c'est qu'étant donné qu'elles ont besoin de ce champignon, la reine, elle est allée récupérer un petit bout du champignon mère de la colonie de départ pour aller s'installer. Donc concrètement, ce petit bout, elles vont le stocker dans leur cibarium pendant le vol, pendant la reproduction, pendant qu'elles vont ratterrir et se mettre à creuser un nid. Et là, elles vont, grâce à ça, pouvoir refaire pousser le champignon sous le sol en attendant les premières ouvrières. On vient de dire que les jeunes princesses prélèvent des filaments avant leur vol nuptial et le conservent jusqu'à creuser un trou pour faire pousser le champignon. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir ? Ça insinue que le champignon va être passé de mère en fille et c'est ce qu'on appelle une transmission verticale, de parents à enfants. De manière générale, les champignons peuvent se reproduire soit de manière sexuée, en mélangeant eux aussi leur matériel génétique avec d'autres champignons compatibles, soit de manière asexuée, en libérant des spores asexués qui ont le même matériel génétique que le champignon mère et qui sont donc des mini-clones du champignon. Eh bien, figurez-vous que, au cours de l'évolution, le champignon que vous voyez ici, Leucoagaricus gangliophorus, ok, je l'aurais dit une fois quand même, a perdu la capacité de produire des spores sexués. Son seul moyen de se reproduire, c'est que les jeunes princesses récupèrent un mini-clone de lui-même, un peu comme une bouture de plante d'ailleurs, et qu'elles aillent la disperser un peu plus loin du champignon mère après leur vol. Mais c'est en quelque sorte le même individu qu'elles vont faire pousser. Là où je veux en venir, c'est que le champignon qu'on a sous nos yeux, génétiquement, c'est une souche de champignon vieille de potentiellement plusieurs millions d'années. C'est vraiment un vrai dinosaure, c'est un fossile, c'est un truc de fou. Enfin, à peu de choses près quand même. Ok, donc là on attaque une grosse part du gâteau et je vais essayer de rester concis. Il y a une grande question scientifique qui flotte autour de cette relation mutualiste. Est-ce que les fourmis ne vivent vraiment qu'avec une seule souche ? Ne pourraient-elles pas faire de la polyculture ? Aujourd'hui, la science tend plutôt à dire que oui, il n'y a qu'une seule souche par colonie. On peut imaginer pour l'hôte, ici les fourmis, que s'il y avait plusieurs souches de champignons au sein de sa colonie, alors ces souches entreraient en compétition. L'interaction avec l'hôte ne serait donc plus l'unique pression de sélection qui agirait sur le symbiote, ici le champignon. Cela aurait sûrement pour effet de déstabiliser la relation mutualiste. D'un autre côté, on pourrait aussi se dire que pour les fourmis, avoir une polyculture, donc de différentes souches de champignons au sein de la même colonie, pourrait permettre d'avoir différents avantages, notamment biochimiques, ou avoir une meilleure diversité génétique des champignons pour qu'ils résistent mieux face aux différents pathogènes. Les dernières recherches que j'ai pu lire et qui ne sont pas
ultra récentes à vrai dire, autour de 2010, n'arrivent pas à trouver de traces de polyculture, même chez les Atta, qui sont les coupeuses de feuilles les plus susceptibles de faire de la polyculture, du fait qu'elles soient très nombreuses, que les nids prennent beaucoup de place et que du coup potentiellement il y a des champignons dans différentes salles, qui pourraient permettre de maintenir différentes souches. Ces monocultures seraient maintenues grâce à différents mécanismes, comme le fait qu'il n'y ait que de la transmission verticale entre mère et fille. De plus, en présence de nouvelles souches, les fourmis en fait pourraient elles-mêmes désherber en fait leur jardin de champignons pour ne garder que le symbiote dit originel. Ok, donc si on est bien attentif à ces images, on va pouvoir voir certaines fourmis déplacer des petits bouts de champignons, et puis on va pouvoir en observer d'autres se nettoyer soit elles-mêmes, soit nettoyer leur sœur. Il semble vraiment que l'hygiène soit primordiale pour cette fourmi, encore plus que pour d'autres espèces. C'est certainement, entre autres, pour pouvoir bien conserver et bien protéger le champignon. Alors, on pourrait se dire que si le champignon ne se reproduit jamais, ne mélange jamais son matériel génétique avec d'autres, il ne peut pas évoluer et ce serait trop fragile face à la moindre variation environnementale, par exemple. T'as vu un peu ce setup de professionnel? Le prompteur le plus DIY du monde. En fait, le faible taux de mutation observé dans les jardinières, combiné à la protection quasi totale des fourmis, pourrait suffire à l'évolution et au maintien de la souche. Chez certaines espèces, des fondations en pléométrose ont été observées. En gros, c'est plusieurs reines qui s'entraident pour faire fonder leur colonie, mais à la fin, il en reste qu'une au moment où les premières ouvrières apparaissent. À ce moment-là, les différentes reines qui fondent ensemble pourraient en fait échanger plus ou moins un peu de champignons. C'est ce qu'on appelle du transfert horizontal. Mais jusqu'à là, ça reste anecdotique et ça reste plus de l'observation de naturalistes que des gros documents scientifiques sur ces pléométroses et ces transferts horizontaux. Finalement, j'ai pas envie de trop m'avancer, mais oui, il est possible qu'en fait, les souches du champignon que vous voyez soient plus ou moins sélectionnées artificiellement par les fourmis, comme nous le faisons avec nos espèces domestiques. C'est complètement fou. Ok, il y a plein d'autres trucs qui sont incroyables chez cette fourmi, et aujourd'hui, on vient de voir comment l'histoire évolutive de plusieurs organismes poussés à collaborer a amené à un système d'agriculture il y a de ça des millions d'années. Mais si seulement il n'y avait que ça chez ces fourmis. Elles sont souvent citées dans la littérature comme une civilisation des plus développées sur notre planète. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Ce que je vous propose, c'est qu'on va se retrouver très bientôt pour la prochaine vidéo où on va aller s'immerger complètement dans la civilisation des fourmis Atta. Malheureusement, l'Amérique du Sud, c'est quand même un peu loin et la colonie de Tanguy, elle vient de démarrer là, donc on peut pas encore observer des comportements ultra complexes. Donc ce qu'on fait, c'est que pour la prochaine vidéo, on se donne rendez-vous chez Gabriel, on va aller regarder tout ça et on va vraiment s'immerger dans la civilisation des Atta. T'es gentil, t'as pas eu de comportement ultra complexe, je me suis bien fait charcler le doigt quand même. On a déjà vu des petits comportements défensifs qui étaient plutôt sympathiques. Hein. Quelle belle installation, quel professionnel, quel bonheur de vous avoir chez moi. Allez, j'espère que vous avez kiffé sa vidéo, hein. Moi j'ai kiffé son prompteur. Tanguy, tant que t'es là, je te remercie énormément, tu vois, pour nous avoir accueillis. On a pu venir installer nos trucs et tout. C'est vous que je remercie, franchement, vous êtes venus avec le sourire, la banane, une installation de malade, une colonie trop cool, une reine fourmi plus grosse que n'importe lequel de mes grillons. Franchement, voilà, c'est vous que je remercie évidemment et vraiment, je kiffe ta chaîne et j'espère que ta chaîne, elle va grandir parce qu'elle me mérite. Merci beaucoup, carrément, mec. tu vois, carrément. Abonnez-vous. Les amis, on se retrouve très bientôt. Rendez-vous chez Fourmi Bio. Ciao.